merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 26 mars. Plusieurs Palestiniens tombent en martyrs ce mercredi dans la bande de Gaza depuis sa violation de la trêve le 18 mars. L'entité sioniste a fait 830 martyrs et près de 1800 blessés. Le système de santé dans la bande de Gaza s'effondre à vue d'œil. 80% des patients ne peuvent plus recevoir leurs médicaments à cause du blocus imposé par l'entité sioniste. Au Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Abdourahmane Tiani, signe la charte de refondation issue des résolutions des Assises nationales pour la refondation, l'instituant au poste de président de la République. Et puis sport football, la sélection algérienne s'impose à domicile devant son homologue mozambicaine sur le score sans appel de 5-1 en match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Retour dans ce journal sur la performance exceptionnelle des Verts. Bonsoir à tous. Au 9e jour de la violation de la trêve dans la bande de Gaza, l'entité sioniste a poursuivi son agression génocidaire, faisant de nombreuses victimes. Depuis le 18 mars, 830 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1787 ont été blessés. Par ailleurs, le bilan des victimes depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 50 183 martyrs et 113 828 blessés. Et dès l'aube ce mercredi, un nouveau massacre a été perpétré à Jabalia, au nord. 11 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont une mère et ses 5 enfants. Le plus jeune d'entre eux est un nourrisson de 6 mois. Plusieurs autres habitants ont été blessés lors de ce même bombardement ayant visé une maison appartenant à la famille Najjar. Les forces de l'entité sioniste ont fait d'autres victimes ce mercredi dans plusieurs régions de la bande de Gaza. Au camp de Bouraïj au centre, un père et son fils sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans le bombardement de leur maison. À Khan Younes au sud, un drone a bombardé un rassemblement de citoyens où un père et son fils également sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés. D'autres Palestiniens sont tombés en martyrs ce mercredi, notamment à Rafah, Gaza et Al-Mawasi. Et seulement 6 hôpitaux sont partiellement opérationnels sur les 36 initiaux selon l'OMS. Comme tous les autres, celui d'Al-Ahli Al-Arabi est dépassé par le nombre de victimes, dont beaucoup sont des enfants, mais aussi par le manque de moyens à cause du blocus. Les proches des victimes décrivent de véritables scènes d'horreur. Et le système de santé dans la bande de Gaza s'effondre à vue d'œil. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, 80% des patients ne peuvent plus recevoir leurs médicaments. Les hôpitaux sont asphyxiés par le blocus. Les moyens les plus élémentaires manquent à l'appel. Neyla et Hamouda. Dans les couloirs des hôpitaux de Gaza, chaque minute compte. Chaque vie sauvée est un miracle. Ces établissements sont noyés sous les blessures, la douleur. Ils sont au bord de l'effondrement. Pourtant, ils tiennent bon. Mais comment soigner quand tout est détruit? L'entité sioniste opère un nettoyage ethnique à Gaza en ciblant ses hôpitaux. Selon le directeur général du ministère de la Santé de Gaza, les établissements sanitaires manquent de produits de première nécessité. 80% des patients ne parviennent pas à trouver leurs médicaments. Les soignants sont tabous et la liste des décès potentiels s'allonge chaque jour. L'entité sioniste poursuit des massacres contre les établissements sanitaires depuis le début du génocide. Elle continue de priver la population de médicaments. Environ 60% de médicaments ne sont plus disponibles comme les médicaments d'urgence. Le secteur de la santé souffre également d'une grave pénurie d'oxygène et d'électricité. Le carburant disponible ne suffira que pour 10 jours. Les patients en soins intensifs dépendant de ces équipements vitaux n'auront plus aucune chance de survie.
L'hôpital indonésien fonctionne avec un seul générateur et 7 patients sont en soins intensifs. Ils mourront si le générateur s'arrête. Les chiffres témoignent de l'ampleur du génocide sioniste, de souffrances infinies infligées à des innocents. Plus de 50 000 martyrs sont tombés dans la bande de Gaza jusqu'à présent, dont 15 000 enfants, soit 30% des enfants de Gaza. Les enfants représentent également 31% des blessés. Censés être des lieux qui préservent la vie, les hôpitaux de Gaza sont devenus un lieu où chaque souffle est une lutte. Les Nations Unies ont averti que cette destruction systématique des infrastructures de santé s'apparente à un crime de guerre. C'est une violation flagrante du droit international, une punition collective infligée à des civils qui pourtant n'ont commis aucun crime. Dans son génocide à Gaza, l'entité sioniste commet toutes sortes de crimes contre l'humanité, notamment l'empoisonnement massif. Selon l'ONG Médecins sans frontières, l'eau est devenue une autre arme de guerre utilisée par les forces de l'entité sioniste. Tinhinel Makassi. Dans un contexte de génocide à Gaza, l'ONG Médecins sans frontières a dénoncé l'utilisation de l'entité sioniste de l'eau comme arme de guerre. En effet, depuis le début du génocide à Gaza, l'entité sioniste empêche les Gazaouis d'avoir accès à l'eau. Cette machination est orchestrée par la coupure d'électricité et du carburant. 2 éléments vitaux au fonctionnement des infrastructures hydrauliques, notamment les pompes à eau. Selon Médecins sans frontières, cette privation a des conséquences désastreuses pour la population et exacerbe une situation humanitaire déjà catastrophique. Médecins sans frontières a également mis en lumière les effets directs qu'elle a pu observer, notamment à El Mawassi et à Khan Younes, où, dans les rares centres de santé encore fonctionnels, les infections les plus courantes traitées sont notamment la jaunisse et la gale, signalant qu'elles sont directement liées à un approvisionnement insuffisant en eau potable. Cette privatisation d'accès à l'eau potable fait partie d'une stratégie plus large d'épuration ethnique visant à déshumaniser et à affaiblir la population palestinienne en privant ses habitants des ressources de base nécessaires à leur survie. L'entité sioniste ne cache plus ses politiques génocidaires visant à détruire les conditions de vie des Palestiniens à Gaza ou même en Cisjordanie occupée. Entre bombardements systématiques, blocus et privatisation d'accès aux ressources essentielles comme l'eau, l'électricité, l'objectif est de forcer la population palestinienne à quitter Gaza ou à vivre dans des conditions extrêmes, facilitant ainsi le contrôle sioniste sur la région. Cette politique a pour objectif notamment l'effacement progressif de la présence palestinienne sur leur propre terre. En Cisjordanie, près de 850 points de contrôle ont été mis en place par les forces de l'occupation sioniste, les barrières bloquant les routes constituant un tiers de ces obstacles, dont la plupart sont fréquemment fermés. C'est ce qu'a révélé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA dans les territoires palestiniens occupés. Selon l'enquête, 36 nouveaux obstacles au mouvement ont été mis en place entre décembre 2024 et février 2025. La majorité après l'annonce du cessez-le-feu à Gaza à la mi-janvier 2025, ce qui entrave davantage l'accès des Palestiniens aux services de base et aux lieux de travail. Dans l'actualité également, le groupe A3+, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a réaffirmé hier à New York son engagement ferme en faveur de l'unité de la Syrie, de sa souveraineté, de son indépendance et de son intégrité territoriale. Un appel lancé par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, au nom du groupe, lors d'une séance de briefing sur la Syrie. Asma Laïdi revient. Depuis la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU, le groupe A3+, a appelé à la non-ingérence dans les affaires internes de la Syrie et à la levée rapide des sanctions unilatérales qui lui sont imposées, réaffirmant son engagement ferme en faveur de l'unité de ce pays, de sa souveraineté, de son indépendance et de son intégrité territoriale. Sachez que le A3+,
tient à réaffirmer son attachement indéfectible à l'unité, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie. La Syrie, un pays qui est confronté aujourd'hui à des difficultés économiques, politiques, humanitaires et sécuritaires graves. Ces principes fondamentaux ne pourront pas être respectés en l'absence d'une paix civile entre les différentes communautés de la Syrie et en l'absence de la cessation d'une ingérence externe dans les affaires internes du pays. Le groupe A3+, met la lumière sur ce qui aggrave les défis sécuritaires, en l'occurrence les frappes aériennes que l'aviation militaire sioniste continue de mener et contre des sites militaires sur le territoire syrien, ainsi que les déclarations des responsables sionistes concernant la présence de leurs forces en Syrie. Tout ceci est une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Le groupe A3+, condamne de telles déclarations irresponsables, de telles actions irresponsables qui ne feront qu'exacerber l'instabilité régionale. Concernant la situation humanitaire en Syrie, le groupe a plaidé pour davantage d'efforts en vue d'améliorer la situation. La situation humanitaire en Syrie demeure catastrophique et des efforts significatifs doivent être déployés pour l'améliorer. Tous les secteurs, je répète, tous les secteurs ont été gravement touchés. Pour relever ces défis, le peuple syrien a besoin du soutien et de la solidarité de la communauté internationale. La Syrie assiste à l'une des pires crises d'exode dans le monde. Le groupe exhorte la communauté internationale à assurer la sécurité et la dignité des réfugiés syriens internes et à l'étranger et le retour volontaire. La Syrie est un pays qui connaît l'une des plus graves crises du déplacement au niveau mondial. Les Syriens déplacés, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, doivent se voir garanti un retour volontaire dans la sécurité et dans la dignité, retour dans leur foyer. Le groupe a enfin réaffirmé sa ferme conviction que la levée des sanctions unilatérales est essentielle. Au Yémen, les Houthis ont annoncé que des avions de guerre américains avaient mené hier 17 violentes frappes dans la région de Saada, causant des dégâts matériels sans donner de détails sur d'éventuelles victimes. Le 15 mars, Washington avait annoncé une nouvelle offensive militaire contre les Houthis, promettant de les frapper jusqu'à ce qu'ils cessent d'attaquer les navires empruntant les routes maritimes de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Dans l'actualité également, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mercredi le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel. La rencontre a permis de discuter des moyens de renforcer la coopération et la coordination concernant les principaux dossiers et questions à l'ordre du jour du GECF. Les deux parties ont aussi abordé les préparatifs des prochaines échéances et examiner les mécanismes permettant de les mettre à profit pour renforcer le rôle du gaz naturel dans la réalisation du développement durable et la transition énergétique à l'échelle mondiale. L'armée soudanaise a annoncé avoir repris ce mercredi le contrôle de l'aéroport de Khartoum aux forces de soutien rapide en sécurisant notamment complètement la zone. Les troupes ont également encerclé la zone stratégique de Jebel Aoulia, le dernier grand bastion des FSR dans la région de Khartoum depuis le nord, le sud et l'est. Je vous le disais en titre, au Niger, la cérémonie officielle du lancement de la mise en œuvre des résolutions issues des Assises nationales pour la refondation organisée à la fin février dernier a eu lieu ce mercredi. Lors de la cérémonie, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Abdourahmane Tiani, a signé la charte de refondation issue des résolutions de ces assises organisées du 15 au 19 février dernier, l'instituant notamment au poste de
président de la République et chef d'État et fixant la durée de la période de transition à 5 ans avec la dissolution de tous les partis politiques. Les États-Unis ont annoncé avoir conclu des accords avec la Russie et l'Ukraine pour garantir la sécurité de la navigation, éliminer le recours à la force et empêcher l'utilisation de navires commerciaux à des fins militaires en mer Noire. Selon la Maison-Blanche et conformément aux accords conclus à Riyad, les États-Unis continueront de faciliter les négociations entre la Russie et l'Ukraine afin de parvenir à une résolution pacifique du conflit. Et le Kremlin s'est dit satisfait ce mercredi du dialogue avec les États-Unis, assurant que des contacts intensifs se poursuivaient au lendemain de l'annonce d'un accord par l'entremise de Washington sur une possible trêve russo-ukrainienne en mer Noire. La Corée du Sud a annoncé ce mercredi le décès de 24 personnes dans une série de feux de forêt toujours en cours qui ont déjà causé des dommages sans précédent. Des milliers de pompiers luttent depuis le week-end contre plusieurs incendies dans le sud-est du pays qui ont ravagé des milliers d'hectares et réduit en cendres un temple ancien. Et place à présent au sport football. La sélection algérienne, je vous le disais en titre, s'est largement imposée à domicile devant son homologue mozambicaine sur le score de 5-1 en match comptant pour la 6e journée du groupe G des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre disputée donc hier soir au stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. À l'issue du match, le sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic, s'est montré plutôt satisfait de la performance de ses joueurs. Première chose, c'est qu'il faut dire que vu le point de départ avant ce match, vu le classement, c'était un match très important. Et maintenant, il faut aussi avouer qu'on doit être aussi beaucoup content, vraiment très content du résultat qu'on a obtenu. Sicuramente periodo particolare. C'était une période particulière qu'on a exploitée de la meilleure façon possible avec le Ramadan, avec tous les changements qu'il y avait. Ce n'était pas facile si on pense au premier match qu'on a joué au Botswana avec la chaleur, avec le soleil qu'il y avait à 3h de l'après-midi. Et trouver surtout un match autant convaincant que ceux qu'on a eu ce soir. À l'issue des rencontres de cette 6e journée du groupe G, l'Algérie s'est emparée donc de la première place du classement avec 15 points. Nous en parlons justement avec Faisal Salah, journaliste du service sport d'Al24 News. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors l'Algérie est bien partie mais n'est pas encore qualifiée pour le mondial américain. Exactement, mais elle est très bien partie. Belle opération pour les Verts lors de cette trêve internationale. 5e journée et 6e journée, on joue 2 matchs, on gagne 6 points, c'est l'important. Et on est leader du groupe G avec 15 points. Hier, les poulains de Vladimir Petkovic ont frappé fort leur concurrent direct qui était le Mozambique, parce qu'il faut rappeler qu'avant ce match, on était à égalité, 2 points avec le Mozambique, 12 points chacun. Et maintenant, aujourd'hui, quand on revoit le classement, on est leader avec 15 points. On va revenir à la soirée d'hier, à Stade Archicomble, une soirée ramadanesque, un public merveilleux, présent, au rendez-vous. Et on a vu un festival, on a assisté à un festival, 5-1, un triplé de Mohamed Lamine Amoura qui était incroyable. Mohamed Lamine Amoura, on a 2 buts aussi, Issa Mandi et un but de Joan Hadjem qui joue à Young Boys, le joueur qui joue en Suisse. Donc Joan Hadjem a inscrit son premier but avec la sélection. On rappelle aussi que lors de la 5e journée, l'Algérie a gagné à l'extérieur face au Botswana le 21 mars 3-1, un but de Guiri, encore un doublé de Amoura. Et vous venez d'en parler, nous pouvons parler des performances des Verts sans évoquer un nom, en l'occurrence celui de Mohamed Amoura.
auteur d'un triplé hier, c'est rien de le dire, et qui est sur un petit nuage en ce moment. Un petit nuage parce que c'est l'homme de cette trêve internationale. On joue 2 matchs, il marque 5 buts. C'est les premiers buts qu'il marque lors de ces éliminatoires. Il est le deuxième meilleur buteur de ces éliminatoires derrière Mohamed Salah qui a marqué 6 buts. Et aujourd'hui, quand on voit Amoura, il est en fuego. C'est le cas, bien sûr, parce que tout simplement, depuis sa première convocation en octobre 2021, moi je pense qu'il est à son prime. Le joueur de 24 ans est au sommet de son art, même avec son club allemand Wolfsburg, parce qu'il a marqué 10 buts et a délivré 8 passes décisives en Bundesliga. Je pense qu'aujourd'hui, Amoura représente l'avenir de cette sélection algérienne. Et on parle de l'avenir, mais aussi il ne faut pas oublier qu'il y a Riyad Mahrez qui a disputé son 101e match à Tizi Ouzou au stade Hossein Ait Ahmed, et il a été décisif parce que tout simplement, quand on voit Riyad débloquer la situation à la 8e minute, il délivre une passe merveilleuse, quel contrôle, quelle passe pour Amoura, et il a servi Amoura 2 fois lors de ce match. Et ce qui est difficile toujours, c'est pas de gagner avec 3 ou 4 buts, mais c'est d'ouvrir la marque, parce que des fois c'est plus difficile d'ouvrir la marque, de trouver la faille dans l'équipe adverse pour donner la suite, pour mettre l'équipe en chaos, ce qu'on a vu face au Mozambique. Aujourd'hui aussi, on parle aussi de ce qu'il a fait Petkovic. Il a installé, on va dire, il a fait beaucoup de changements tactiques. Il a redonné de la confiance à certains joueurs, parce que quand on revoit le match d'hier, on va remarquer que Boudaoui, il était, on va dire, le patron du milieu de terrain. On avait eu Boudaoui, et à l'attaque, quand on voit Amoura, il faut savoir qu'il y a derrière la concurrence, parce que Guiri, il est décisif au Botswana. Guiri, il est là depuis certains matchs, il marque. Je l'ai vu d'ailleurs au Parc des Princes avec son club, l'OM. Il était décisif, il a marqué l'unique but face au PSG lors du Classico de Ligue 1. Et malgré que son équipe s'est inclinée 3-1, mais il est là, le joueur. Et il y a aussi la concurrence derrière ces 2 joueurs, parce qu'on parle de Amoura, on parle de Guiri, mais il ne faut pas oublier qu'il y a Maza et Chirac qui sont aussi là, et qu'on les a vus, on a vu que Petkovic, il est conscient, il prévoit déjà l'avenir, parce qu'il les fait jouer les dernières minutes, mais ils sont aussi impliqués sur le terrain. Le retour de Youssef Belaïli, il était très important de voir Belaïli, il était passeur. D'ailleurs, il a fait la passe à Amoura lors du match face au Botswana, et il a fait un excellent, on va dire, il a joué une quinzaine de minutes lors du match face au Mozambique. Il était excellent. Je pense qu'aujourd'hui, Petkovic, il a le large choix. Mais ce que vous avez dit au début, on est sur la bonne voie, mais il faut rester un peu calme, garder les pieds sur terre, parce qu'il nous reste encore 4 matchs à disputer lors de ces éliminatoires, et il y a 12 points en jeu, donc il faut aller match par match et doucement afin d'être présent lors du mondial de 2026. On l'aura compris, donc Faisal Salah, gare à l'excès de confiance. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.